prochaine conférence de M. Ricardo Chavez, qui va nous présenter le numérique au service du processus opérationnel du sauvetage à ciel ouvert. M. Chavez est né au Chili en 1965. Il a étudié à l'Académie des mines de Freiberg en Allemagne, où il obtient son diplôme d'ingénieur des mines en 1990. En 1991, il devient ingénieur de recherche au Centre de géotechnique et d'exploitation du sous-sol des Écoles des mines de Paris, où il obtient en 1996 son doctorat en spécialité d'exploitation du sous-sol. En 1997, M. Chavez rentre à la société Nitro Big Four en France en tant qu'ingénieur en abattage à l'explosif. Depuis 2015, M. Chavez est directeur technique du groupe EPC. Il est en charge de l'innovation pour les activités de forage-minage ainsi que de la formation des équipes et mise en place des méthodes opérationnelles innovantes et efficientes sur les sites de production. À vous, M. Chavez. Merci, Pierre-Luc. Vous voyez mon écran? L'écran de présentation, c'est bon? Oui, oui. D'accord. Bien, merci de me donner l'opportunité de faire cette présentation. Donc, le thème de ma présentation, c'est le numérique au service du processus de sauvetage. Et comme vous l'avez déjà vu dans ces présentations et dans d'autres, le numérique pour le sauvetage, c'est un vaste domaine. Donc, nous allons faire en particulier un zoom sur les algorithmes opérationnels. Quand vous regardez donc sur Internet, dans la presse professionnelle, également dans les conférences, donc on parle énormément d'outils numériques pour accompagner le sauvetage, des lasers, des drones, des systèmes de guidage de GPS de foreuse, etc. et beaucoup de logiciels et de techniques de modélisation. Ces outils numériques accompagne de plus en plus donc, la chaîne d'opérations liée au sauvetage en exploitation à ciel ouvert, c'est ce que nous voyons ici. Une chaîne d'opérations qui commence par la conception, la réalisation du forage, le contrôle des déviations, le chargement, toutes les opérations de chargement et tous les contrôles qui sont après tir, après sauvetage, post-sauvetage, et tout ça, bien sûr, dans une optique de plus en plus présente liée à la gestion des données de toutes ces opérations. Alors, il est clair que ces outils apportent beaucoup, et surtout en termes de visibilité et de connaissance de la variabilité du terrain. Je pense que c'est un des principaux apports de tous ces outils numériques qui nous permettent de travailler donc, avec des modèles de plus en plus fidèles du terrain, et ceci pour une amélioration générale de la qualité du sauvetage, mais également pour prévenir des risques, notamment par exemple des risques de projection. Mais qu'en est-il de l'optimisation? Si nous regardons l'optimisation comme la meilleure distribution possible de l'énergie explosive dans le massif rocheux, à notre avis, l'optimisation consiste à adapter le plan de sauvetage aux variations du terrain, des variations comme celles que vous voyez là. Comment peut-on s'y adapter au mieux lors d'un sauvetage précis? Alors, nous avons pour cela, comme nous l'avons vu, des outils de mesure, des logiciels, de la connaissance, parce que nous avons des ingénieurs et des techniciens qui ont de la connaissance sur le minage et surtout de l'expérience, tout ça nous l'avons. Cependant, surtout en conditions opérationnelles et en situation opérationnelle, ce qui nous fait défaut, ce qui nous manque, c'est le temps. Et donc souvent, l'adaptation de notre plan de sauvetage aux conditions locales du terrain se fait de façon rapide avec un plan de sauvetage standard qui va donner certainement un résultat satisfaisant, mais qui n'est pas forcément dans l'optimisation. Et c'est ici que, comme dans beaucoup d'autres domaines de notre vie quotidienne, mais également dans d'autres domaines de l'industrie, les algorithmes commencent à jouer un rôle de plus en plus important. Et je veux parler ici d'algorithmes opérationnels, pratiques, qui assistent et qui aident nos concepteurs de terrain.
Et je voudrais vous présenter donc trois exemples de méthodes qui utilisent ces algorithmes, donc deux liés au forage, au plan de forage, et un troisième qui sera dédié à la séquence d'initiation dans un contexte de dilution en mine d'or. Alors, comme vous le savez, en exploitation à ciel ouvert, une des variabilités principales, c'est le massif rocheux et son front de taille, qui peut être très irrégulier, comme on le voit ici dans ce modèle. Alors, bien sûr, on essaye d'adapter au mieux les forages verticaux, les fourneaux verticaux à la géométrie de la crête et du front. Comme je le disais souvent, donc, cette adaptation conduit à rapprocher les trous qui sont proches de la surface libre des fourneaux de production et avec pour conséquence parfois des fardeaux qui sont des banquettes, des fardeaux qui sont très importants au niveau du pied. Et ces fardeaux importants ont pour conséquence des pieds restants, des blocs qui retardent bien sûr et pénalisent la productivité des opérations de chargement-transport en aval. Alors ici, on peut représenter cela sous forme d'un graphique. Ici, chaque barre représente le fardeau d'un fourneau. Nous pouvons voir que ceux qui sont proches de la surface libre ont trop de fardeau par rapport aux fourneaux de production et par rapport à ce qui avait été planifié. Donc, ceci résulte d'un audit et d'un mesurage réel d'un tir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ici? Normalement, donc, à l'aide de logiciels de conception comme celui-ci, on devrait regarder chaque profil et ajuster. Donc, l'ingénieur de conception viendrait, surtout si les moyens de forage le permettent, viendrait incliner les forages afin d'adapter, d'essayer de réduire ces fardeaux, surtout au niveau du pied. Donc, cette adaptation qui peut se faire facilement profil par profil. Mais vous vous rendez bien compte que si nous avons affaire à un sautage avec des centaines de trous et donc des dizaines de profils comme celui-là, le temps nécessaire à faire une adaptation correcte, une adaptation qui tend vers l'optimisation, le temps serait trop important. Et c'est pour cela que ceci est rarement fait dans les meilleures conditions. D'ailleurs, quand on revient en vue de plan et que l'on a bouger ces profils de façon individuelle, on va se rendre compte de décalage des profils et des fourneaux des uns par rapport aux autres qui seront peut-être pénalisants pour la bonne sortie du sautage et pour l'adéquation de la séquence d'amorçage également. Alors, c'est là que les algorithmes peuvent nous aider. Ici, vous avez un autre exemple d'un front très irrégulier que l'on va modéliser pour pouvoir travailler avec. Donc, l'idée ici, c'est de déterminer les paramètres donc, du patron de forage qui sont déjà stockés dans le logiciel et l'on va lui indiquer simplement la zone où nous voulons disposer nos fourneaux. Voilà, notre patron de forage. Et donc, l'algorithme qui est derrière va nous proposer une distribution des fourneaux qui va essayer de respecter au mieux la tolérance de banquettes, de fardeaux que nous avons donné surtout au niveau du pied, donc c'est ce qui posait problème, et pour avoir une distribution plus ou moins donc, homogène. Ce que vous voyez, les points verts, ce sont les positions des fourneaux au fond, peut-être qu'on les voit mieux ici. Donc, une distribution homogène des forages au niveau du pied et donc une distribution plus homogène de l'énergie explosive dans le massif rocheux. Donc, le patron de forage, c'est vraiment l'étape fondamentale pour la bonne distribution d'énergie dans le massif. Alors, si l'on reprend notre exemple réel avec les fourneaux de première rangée excessifs que l'on voyait ici, si l'on refait l'opération d'implantation, de conception donc, du patron de forage, nous voyons que nous avons une homogénéité beaucoup plus importante. Bien sûr, ce n'est pas parfait puisque le massif est complexe. Néanmoins, on visualise bien l'amélioration en termes d'implantation. Alors, cette méthode d'aide à la conception de patron de forage, c'est quelque chose que nous utilisons maintenant de façon constante, permanente dans nos opérations de forage-sautage.
Ça représente un gain de temps significatif pour nos ingénieurs de terrain, pour nos techniciens, et surtout, on constate de bien meilleurs résultats en termes de fragmentation, de sortie de pied, de vibration, de maîtrise des taux de fil, etc. Bien sûr, ce que l'on pourrait objecter à ceci, c'est que ces algorithmes peuvent fournir des plans de forage complexes, comme celui que vous voyez ici à gauche. C'est ici que l'alliance des différentes technologies prend tout son sens, puisque il est conseillé donc de travailler avec des techniques modernes de forage, et notamment de guidage par GPS, les techniques de forage HNS, qui vont permettre donc d'atteindre exactement la position du fourneau, lui donner son angle et son inclinaison et son azimut en vue d'atteindre la profondeur XYZ qui avait été planifiée. Bien, je voudrais passer maintenant à un autre exemple, toujours dans le domaine du forage, mais qui est plutôt lié à des contraintes opérationnelles et de sécurité en mine à ciel ouvert. Comme vous le savez, donc, le forage en mine à ciel ouvert est soumis à ce type de contraintes et à la sécurité aux massifs rocheux, mais également aux équipements. Et c'est le cas de la mine de Lac-Bloom, qui est située dans le nord du Québec, qui cumule aussi ces trois types de contraintes pour la conception des forages. Il y a un massif rocheux qui est constitué de plusieurs faciès géologiques qui ont elles-mêmes des caractéristiques géomécaniques différentes. Donc, souvent, afin d'avoir une fragmentation homogène, il faut adapter les consommations d'explosifs, donc les patrons de forage, donc des patrons de forage variables qui peuvent se retrouver au sein d'un même sautage. Ceci provoque des lignes pour le forage qui sont discontinues ou cassées en quelque sorte, donc c'est schématisé ici. Donc ici, vous voyez schématiquement trois types de patrons de forage sur un sautage. Et on voit bien que certaines lignes donc, ont des angles un petit peu trop marqués. Ceci pose des problèmes pour l'opération de forage, puisque c'est une foreuse assez imposante, hein, qui fait plus d'une centaine de tonnes, qui pèse plus d'une centaine de tonnes et fait 17 mètres de long. Donc, une perte de productivité certaine lorsqu'il s'agit d'avoir des angles de braquage un peu trop importants comme ceci. Alors, il y a une autre contrainte également pour la mine qui est liée à la sécurité. Comme vous savez, souvent dans les mines à ciel ouvert, on se doit de respecter la position des fourneaux de l'étage précédent, de l'étage supérieur. Quand on exploite un étage jusqu'à un certain niveau, il peut rester donc des résidus de forage que l'on peut appeler bootlegs, culots parfois dans le jargon souterrain, et qui potentiellement pourraient contenir des résidus d'explosifs. Donc, pour cela, il y a une obligation de décaler le patron de forage de l'étage suivant et il doit respecter donc un rayon minimal de sécurité. C'est la deuxième contrainte pour la mine de Lac-Bloom. Et donc, les opérations qui doivent être réalisées lors de la conception des patrons de forage, c'est de lisser les rangées pour la foreuse et de respecter ces rayons de sécurité par rapport à la position des fourneaux de l'étage supérieur. Et ces ajustements sont bien sûr réalisés, mais de façon manuelle avec le logiciel de planification en déplaçant les trous un par un, ce qui, vous imaginez bien, prend du temps. Et donc, la BIM nous a un peu challengé là-dessus, comment trouver un algorithme qui apporte une aide à la réalisation de cette tâche. Donc, ici, vous allez voir un exemple de comment ceci peut être réalisé. Donc, c'est un exemple un peu schématisé où nous avons exagéré un peu les différences de patrons de forage. C'est pour bien voir le principe. Donc, vous apercevez bien les lignes un peu cassées avec ces angles un peu trop marqués. Donc, le concepteur donne un angle maximal ici, 1 degré, et le logiciel va donc lisser les lignes. Alors, ici, vous avez un exemple un peu plus réaliste qui ne comprend pas de patrons différents, mais néanmoins, suite à la contrainte de géométrie du front que l'on voit ici,
Nous avons également des lignes qui sont un petit peu avec des angles trop marqués. Donc, cette opération de lissage des lignes pour la foreuse se fait assez rapidement. Ici, on donne un angle de 2 degrés. Et vous voyez donc le lissage de ces lignes qui permettent à la foreuse donc, de faire son travail de façon un peu plus continue avec une plus grande efficience. La deuxième contrainte qui est liée donc, au bootlegs, voilà, on importe les positions donc, des fourneaux précédents et le logiciel va déjà nous identifier ceux qui sont à l'intérieur des rayons de sécurité, donc ils ne sont pas conformes, ils sont représentés en rouge. Et ensuite, l'algorithme qui est derrière va procéder voilà, à la correction. Mais si vous avez bien noté, donc, cette correction se fait dans l'alignement de ces lignes de forage afin de ne pas venir altérer à nouveau la productivité de la foreuse. Donc ça, c'est un autre exemple pratique d'une méthode opérationnelle, mais qui permet de gagner pas mal de temps. Elle permet également d'éviter les erreurs humaines par rapport à un non-repérage d'un emplacement critique d'un fourneau, par exemple. Et puis, comme je le disais, nous permet de faire gagner en productivité à la foreuse par des déplacements un peu optimisés. Alors, maintenant, nous allons passer à un autre, toujours dans le sautage, mais à un autre domaine. Nous allons laisser le forage pour la séquence d'initiation. Et ceci dans un contexte de contrôle de la dilution en mine d'or. Je vais me servir pour cela d'une étude que nous avons faite à la mine d'Akbaou, située en Côte d'Ivoire, au nord-ouest d'Abidjan. Donc, le principal objectif économique de la mine, c'est de réduire la dilution du minerai d'or. Et pour cela, donc, on doit contrôler le mouvement du massif pendant le sautage. Alors, c'est une configuration de minéralisation qui suit des veines de quartz et donc les polygones minéralisés ont une forme longitudinale. Et ici, vous voyez donc schématisé par ce rectangle un polygone de minerai. Et lors du sautage, le mouvement du massif se fait de façon longitudinale. Eh bien, la zone de dilution, elle est indiquée ici, elle est limitée, donc elle est limitée à la largeur du polygone minéralisé. En revanche, si le mouvement se fait de façon latérale, vous voyez bien que la surface de la zone diluée est beaucoup plus importante, donc une plus grande dilution. Vous remarquerez ici ces lignes bleues perpendiculaires dans ce cas à la zone minéralisée. Ce sont les lignes isochrones ou de déconfinement qui sont liées à la séquence. C'est des lignes de isotemps, en quelque sorte. Donc, la séquence se déroule perpendiculairement à ces lignes et le mouvement aussi. C'est ce qu'on constate lorsque l'on mesure les positions des polygones en jaune avant le tir et lorsque l'on mesure les positions des polygones après le tir. Donc, ceci résulte d'une mesure réelle, d'un tir réel, où l'on a voulu justement faire des temps très courts entre rangées de trous, de fourneaux, pour influencer ce déplacement. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de déplacements latéraux et donc de surface de dilution assez importante. Et ceci, c'est un autre exemple, donc c'est un exemple concret de la mine d'Akbaou, où en rouge, nous avons les polygones déplacés après sautage, et avec ces zones latérales, ces déplacements latéraux qui représentent entre 2 et 3 mètres de déplacement, et qui sont très importants par rapport à la largeur de ces zones minéralisées. Alors, voilà, comment est-ce que les algorithmes, excusez-moi, j'ai oublié de mentionner quelque chose, donc ceci résulte d'un amorçage avec un système d'amorçage traditionnel non électrique. Et donc, ce que nous avons proposé à la mine, c'est de tester les détonateurs électroniques en liaison avec un algorithme que je vais présenter. Donc, avec les détonateurs électroniques, la façon classique de concevoir une séquence, c'est un peu celle-ci, de façon un petit peu graphique, où l'on va déterminer une orientation générale pour la séquence.
Donc, les lignes bleues que vous voyez, ce sont les fameuses isochrones ou lignes de déconfinement que l'on voyait. La séquence va donc se dérouler dans cette direction. Et on va donc rechercher donc une orientation générale, globale, qui essaye de satisfaire l'orientation principale des veines minéralisées, comme on le voit ici. Néanmoins, vous voyez qu'au niveau des extrémités de ce polygone et par rapport à l'orientation de ce polygone, cette séquence générale, cette orientation générale ne satisfait pas toujours les conditions locales et nous aurons ici des mouvements latéraux. Donc, encore une fois ici, les algorithmes vont venir nous apporter une aide précieuse. Déjà, l'algorithme qui est derrière va détecter la forme de ces zones minéralisées et puis va modifier la séquence de façon à ce que les lignes isochrones se retrouvent perpendiculaires à l'orientation et au changement de direction de ces polygones minéralisés, comme vous le voyez ici, ce qui donne donc une séquence d'amorçage qui va essayer de rester le plus perpendiculaire possible au changement de direction de ces zones minéralisées. Voilà. Voilà un peu les temps qui sont programmés pour ces séquences. Alors, on a aussi d'autres exemples avec des polygones qui partent un peu dans tous les sens. Donc, l'électronique ici va nous fournir une flexibilité qui est incomparable par rapport au système non électrique. Et concrètement, sur ce tir, le déplacement latéral était de 60 cm, donc comparé aux 2-3 mètres que nous avions précédemment. Et ici, vous voyez un exemple de résultats de mouvement, donc les polygones en rouge qui sont mesurés après le sautage. Donc, c'est un déplacement qui suit bien la direction longitudinale des polygones de minéralisation. Alors, une étude a été réalisée pour comparer des sautages en amorçage non électrique avec les sautages électroniques. On peut, surtout au niveau de la moyenne, voir qu'il y a une différence notable, une amélioration notable, c'est-à-dire une diminution des mouvements latéraux. Une autre représentation, c'est celle-ci. La mine a des objectifs de limite de mouvement pour les mouvements longitudinaux, verticaux et surtout latéraux. Donc, pour le latéral, son objectif, c'est d'être en dessous de 1 mètre de déplacement. Avec l'amorçage traditionnel non électrique, 25% des tirs vont satisfaire cette contrainte, cet objectif de déplacement inférieur à 1 mètre. Avec les détonateurs électroniques combinés à cette méthode, ce pourcentage est passé à 69%. Donc, une amélioration vraiment notable qui a fait que la mine a donc adopté cette méthodologie, cette technique avec les détonateurs électroniques. De plus, par l'ajustement des vitesses d'initiation, nous avons également pu obtenir une meilleure fragmentation. Et donc, comme je le disais, la mine a complètement abandonné le système électrique pour adopter l'amorçage électronique en combinaison avec cet algorithme. Voilà donc quelques exemples de pratiques pour les algorithmes que j'appellerais algorithmes d'aide opérationnelle. En conclusion, donc, je dirais que l'optimisation opérationnelle du sautage nécessite l'adaptation aux variations des conditions locales du terrain. Néanmoins, cette adaptation, une adaptation minutieuse, eh bien, ça prend du temps et donc rend cette optimisation difficilement réalisable en situation opérationnelle. C'est pour cela que nous avons besoin d'algorithmes qui sont capables de réaliser certaines tâches qui parfois sont fastidieuses, mais de les réaliser dans un temps raisonnable. De plus, ces algorithmes permettent de tirer davantage profit des technologies existantes pour l'amélioration du sautage, les techniques de mesure, les drones, les systèmes de navigation de foreuse par HNS, les détonateurs électroniques, comme nous l'avons vu. Ce sont des algorithmes de terrain, ce sont des outils de terrain qui apportent une réelle assistance aux ingénieurs opérationnels. Ce ne sont pas des outils d'études, mais vraiment pour accompagner au quotidien nos ingénieurs de conception.
Et de ce fait, ils seront amenés, bien sûr, à se développer, à jouer un rôle de plus en plus important dans la réalisation du sauvetage industriel. Je vous remercie. Merci, M. Chavez. On va aller maintenant à la période de questions. Est-ce que vous pouvez enlever votre présentation? Alors, on va aller premièrement avec s'il y a quelqu'un qui montre des mains levées. Je crois que j'avais vu tantôt un commentaire de c'est monsieur Thierry Bernard. Est-ce que le lissage des lignes de forage ne va pas à l'encontre de l'optimisation énergétique de chaque maille? Oui. Alors, est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de l'optimisation de chaque maille? Oui, bien sûr, ça peut. Néanmoins, on essaye de faire un changement graduel, c'est-à-dire qu'on va pas, le lissage ne consiste pas à déplacer chaque trou individuellement. On va essayer graduellement de déplacer tous les trous voisins également pour essayer de respecter au mieux cette maille initiale. Donc, c'est un algorithme en fait qui est un peu global et qui graduellement va déplacer également les trous voisins. Mais effectivement, comme tout algorithme, les algorithmes ont leurs limites. On peut se retrouver avec un rapprochement, par exemple, de fourneaux non voulus. Il faut considérer tous ces algorithmes comme une aide, comme des propositions. Celui qui a toujours le dernier mot, c'est l'ingénieur concepteur qui va pouvoir, lui, réajuster s'il le souhaite. Mais l'expérience montre que ces réajustements sont limités, hein, sont minimes, donc au global, on gagne un temps considérable. OK. Merci, Ricardo. Je vais aller maintenant avec les questions et réponses. Monsieur Emad Baki se pose la question, s'il y a des bâtiments de la mine à proximité, nouveaux ou existants, pouvez-vous prédire les paramètres de conception de pression ainsi que les vibrations pour la vérification des bâtiments pendant l'excavation continue à l'aide d'explosifs pendant la durée de vie de la mine? Alors là, on rentre dans un autre domaine. Si j'ai bien compris la question, il s'agit de conception par rapport à des questions de vibration ou de surpression aérienne. Oui, sûrement. Hein? Alors, les outils que nous avons comportent certaines aides pour essayer de prévoir avec des techniques, on va dire, prouvées sur les atténuations d'ondes de vibration ou les ondes aériennes. Oui, bien sûr, mais ce sont plutôt, il n'y a pas vraiment d'algorithme derrière, c'est un peu de la prédiction de base. Ce ne sont pas non plus, dans les outils que nous avons, et ce ne sont pas des méthodes aussi complexes et sophistiquées que, par exemple, le logiciel de Thierry Bernard. C'est plutôt une aide, une indication pour essayer de limiter les vibrations, sans chercher forcément une prédiction fine. OK. Une autre question de Mostafa Zin El Abidine. Actuellement, avec la foration autonome, on peut utiliser cette technique d'optimisation pour ajuster le plan de foration. Ma question, est-ce possible d'importer les données du plan de foration optimisé pour les intégrer dans les machines de foration? Première partie. Existe-t-il des limitations techniques pour l'optimisation du plan de foration? Alors, il y a deux questions. Le fait de transférer des coordonnées d'un plan de foration vers les foreuses, oui, c'est tout à fait possible. C'est un transfert qui peut même se faire à distance. Donc, la foreuse télécharge d'une base de données centrale directement les coordonnées des forages.
Donc, bien sûr, c'est une préparation dans le sens où il faut respecter un format de fichier par rapport aux constructeurs de machines de forage. La restriction au niveau du plan de forage, je ne comprends pas très bien la question, mais il y a toujours des restrictions. Comme vous avez vu dans les résultats des algorithmes sur certains schémas, parfois le résultat n'est pas parfait et complètement homogène. Les irrégularités du front, par exemple, peuvent être trop importantes. Après, il y a des limitations de machines en termes d'inclinaison, de possibilité d'incliner les forages, etc. Donc, il y a toujours quelques limitations, soit opérationnelles, soit du massif, qui font que on est toujours limité. OK. Finalement, M. Vincent Daher pose une question. Quel type d'émulsion avez-vous utilisé et quel état... Pardon, je recommence. Quel type d'émulsion avez-vous utilisé et quelle était la densité pour les tirs? Alors, les émulsions, elles dépendent des différentes exploitations, hein, mais en général, ce que nous utilisons, ce sont des émulsions composites, donc des émulsions vrac gazéifiées avec un certain pourcentage de prise de nitrate d'ammonium. Donc, c'est un explosif classique, enfin, qui est très souvent utilisé. Alors, en revanche, ces techniques-là, nous faisons aussi pas mal de forage-minage en carrière. Et là, il y a une panoplie un petit peu plus variée d'explosifs. Donc là, on retrouve des émulsions encartouchées, des nitrates fuel aluminisés ou non aluminisés, etc. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions pour M. Chavez? Il y a Momo excusez-moi si je prononce mal votre nom. M. Momo Ronald. L'optimisation des forages prend-elle en compte la fracturation du massif? Alors, optimisation du forage, non. À vrai dire, non. Elle ne prend pas encore en compte la fracturation du massif, sauf joints très marqués que l'on va pouvoir signaler donc, pour essayer d'éviter. Ce que nous faisons au niveau du forage, donc, c'est de répertorier par contre les discontinuités rencontrées pour les afficher sur chaque fourneau qui est représenté au moment du chargement, donc pour tenir compte des discontinuités majeures que le fourneau va traverser dans le plan de forage et prévoir éventuellement une fuite d'émulsion dans ces cavités ou dans ces failles. Voilà, et pour aussi des questions de sécurité, de projection, s'il y a une faille trop marquée proche de la surface libre, pour y installer un bourrage intermédiaire et éviter ainsi une potentielle projection de roche. Merci beaucoup, M. Chavez. On va prendre une quinzaine de minutes de pause.